Je crois que la plupart d'entre vous, à mon avis, connaissent l'école et notre projet. Donc on va essayer d'être le plus court possible pour laisser un peu de place à vos questions. On est surtout là pour répondre à vos questions. Je crois que Agnès vous remettra à la fin de ce petit exercice qui ne devra pas être trop long. Puisque comme vous savez, il est suivi d'un happy hour, n'est-ce pas? Voilà, on dit, je suis allé sur la terrasse, qui plus est. On est très content d'ailleurs de vous accueillir sur notre terrasse parce que franchement, vous n'aurez pas pu bénéficier de la terrasse. Là, on leur a vraiment eu mauvaise. Donc là, vous voyez que ça va être. C'est vrai que beaucoup de. On se demande d'ailleurs si les étudiants ne nous rejoignent pas uniquement pour la terrasse. Bon, en deux mots, pour vous présenter cette école, sachant qu'effectivement Agnès vous remettra ensuite le texte de nos interventions, si on peut parler d'intervention. Notre école, comme vous le savez, a été créée il y a maintenant 18 mois. Nous avons accueilli une vingtaine d'étudiants. C'est une école qui a été créée à l'initiative de personnes qui sont intéressées par la filière du droit, de l'enseignement du droit, essentiellement des avocats, mais aussi des notaires, des mandataires judiciaires et des directeurs juridiques. Un certain nombre sont sponsors de l'école, on vous expliquera de quoi ils retournent. L'école répondait et répond à plusieurs besoins. La première, c'est de créer une école française de droit reconnue à l'échelle internationale, et qui valorise l'enseignement, un enseignement de qualité de l'université française. Nous y reviendrons, mais notre école se situe en complément de l'université, pas en opposition. Je pense que ça, c'est un des points sur lesquels nous souhaitons insister. Le deuxième besoin, c'était d'offrir aux étudiants, en partenariat avec le corps professoral, universitaire, une formation d'excellence intensive en français et en anglais, selon des méthodes innovantes, et nous reviendrons également sur ces méthodes. Et puis également, mais ce n'était pas donc le seul but, de permettre aux professionnels d'accueillir des étudiants qui soient opérationnels. Je n'aime pas tellement ce mot, mais néanmoins, je pense que vous comprendrez de quoi il s'agit, c'est-à-dire à la fois des étudiants formés sur le plan théorique, mais qui ont aussi un certain nombre de notions de la pratique. Comme vous savez, le fossé entre la théorie et la pratique est très très large, et c'est vrai que avoir des étudiants et accueillir des étudiants immédiatement opérationnels, c'est pour nous quelque chose de très important. Donc l'école a ouvert ses portes en septembre 2012. Comme je vous disais, une vingtaine d'étudiants, et la première promotion s'achève dans quelques jours. Demain soir. Demain, voilà. Donc ils sont là, vous pourrez discuter avec eux, ils sont tout à fait ouverts et pourront répondre à toutes vos questions. Je peux vous assurer qu'on ne les a pas préparés à ce type d'exercice, hein, sachez-le. L'initiative, peut-être que certains étaient là lors de notre inauguration le 23 avril, a été qualifiée d'historique par le professeur Enes, que je pense que vous connaissez tous, et le président du Conseil constitutionnel, qui était présent à l'occasion de cette inauguration, a accepté d'être le premier parrain de le parrain de la première promotion. Je crois d'ailleurs, en dépit que le président du Conseil constitutionnel vous a accueilli hier, vous ainsi que tous les étudiants, dans une magnifique salle, a servi à manger aux étudiants, leur a expliqué ce que c'était que la QPC en détail, et s'est promis de recevoir les étudiants un par un. Pour eux, comme vous pouvez imaginer, c'est une chance extraordinaire. Alors, quelles sont les spécificités de l'école? Je vais essayer d'être le plus court possible, et à nouveau, je pense que n'étant pas un grand orateur, je pense que vous aurez surtout un support écrit qui vous permettra de rentrer un peu peut-être dans les détails. D'abord, une politique de diversité dans le recrutement par la mise en place de mécanismes d'accessibilité sociale. Nous avons créé tous ces points sont dans le désordre. Hein. Nous avons créé une association qui s'appelle ETHE qui est destinée à cautionner les étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons, sur la vingtaine d'étudiants que nous avons accueillis, environ 50% viennent d'universités de province. C'est un point qui est important de noter. Nous avons également 50%, je crois, des étudiants qui ont eu recours, plus de 50% des étudiants qui ont eu recours à l'emprunt,
et nous en avons cautionné environ 50%. Voilà. Donc, alors, on n'avait pas encore créé cette association qui s'appelle Heads Up, qui est financée par l'école, par ses fondateurs, mais aussi par ses sponsors. Donc, nous avons cautionné nos premiers étudiants, et c'est cette association qui prendra le relais dans le futur. Ce qui est important, et finalement c'est peut-être ce qui distingue le plus notre école des autres écoles de droit ou des autres universités ou écoles en enseigne de droit, c'est que nous avons bâti des cours alliant à la fois la connaissance des professeurs de droit et également la pratique du droit. Donc nous avons, tous nos cours sont enseignés en binôme, un professeur de droit, professeur agrégé, et un praticien reconnu dans sa matière. Inutile de dire que les étudiants ont beaucoup de chance. Je pense que Emmanuel vous en dira un mot et Pépine aussi un petit peu plus tard. L'enseignement porte sur des matières juridiques essentielles pour des étudiants qui veulent pratiquer le droit des affaires par la suite, mais aussi un certain nombre de matières telles que la sociologie, la philosophie, l'économie, la finance, sans oublier bien entendu les humanités, et puis des cours qui sont aussi destinés à faire en sorte que nos étudiants puissent prendre aisément la parole en public et leur permettre d'acquérir ce qu'on appelle les soft skills, qui est tout à fait indispensable à la fois dans le cadre de l'entreprise, mais également dans le cadre de l'exercice de fonctions au sein de nos cabinets d'avocats, d'études de notaires, de mandataires judiciaires. Une culture d'excellence et de cohésion au sein des étudiants. On veut vraiment créer une culture d'école. D'ailleurs, ils sont actuellement en train de créer nous sommes en train de créer, je crois, avec les étudiants une association. Ils sont très demandeurs de créer une association d'anciens élèves. Ils estiment qu'ils ont bâti avec nous, ils ont certes essuyé un peu les plâtres, mais ils ont bâti avec nous cette culture d'école dans le cadre d'une ambiance. Vous le verrez, vous pouvez effectivement circuler au sein de cette école à volonté, dont on pense qu'elle est quand même très conviviale. À nouveau, n'hésitez pas à parler avec nos étudiants. Bien entendu, c'est une école qui est ouverte à l'international, compte tenu des nombreuses relations que nous avons liées avec des universités, notamment américaines, chinoises, anglaises, et allemandes. On a effectivement un certain nombre de nos premiers étudiants qui partent en programme de LLM à l'issue de cette année. Bonjour. Et comme je vous l'avais indiqué au début de cette séance, il y aura un support écrit de toute façon, je pense que vous connaissez déjà très bien. On insiste énormément sur l'anglais, la pratique de l'anglais. Voilà, à nouveau, c'est une école qui a été formée par des professionnels du droit. Nous savons à quel point il est important de savoir parler de l'anglais lorsqu'on veut pratiquer le droit des affaires. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons, et nous faisons bénéficier nos étudiants également d'un réseau de praticiens qui sont tuteurs, mais qui les acceptent également en stage, et dans certains cas qui sponsorisent notre association Heads Up. Donc, je vous ai dit un peu plus tôt que le but était d'aider nos étudiants et notamment de les cautionner dans le cadre des prêts qu'ils vont souscrire. Juste avant, je parlais d'ouverture à l'international, et Bépine, je pense, vous en parlera, mais on a continué à développer des programmes, vous pouvez l'imaginer, et cette première année était une année assez importante. On est en train de créer un programme de LLM pour des étudiants. On souhaite qu'ils soient ouverts à l'international, on appelle ça l'expérience internationale. Soit ils partent à l'international s'ils le veulent, et on les aide, et on a aidé un certain nombre cette année, soit ils suivront cette session spécifique internationale qui sera enseignée en anglais quasi exclusivement. Je dis quasi exclusivement parce qu'on est encore en train de bâtir le programme. Un point qui est important, et ensuite je vais quand même vous laisser la parole, parce que sinon je peux parler jusqu'à 10h du soir, mais on insiste également, et c'est là aussi un point très important, sur la formation continue, formation permanente.
On souhaite que notre enseignement ne soit pas uniquement réservé à nos jeunes étudiants, mais également au cadre de notamment nos partenaires, enfin nos sponsors, comme on les appelle, probablement proprement, ainsi qu'aux avocats, notaires, avocats judiciaires. On a commencé un certain nombre de sessions de formation qui sont, on pense que c'est ainsi qu'on doit faire cette formation sur mesure pour chacun de nos partenaires, donc pour les mandataires judiciaires notamment, pour certains cabinets d'avocats qu'on ne nommera pas. Je ne sais pas si on peut les nommer, bon, c'est peut-être pas très bien. Je ne sais pas si toi un petit peu le déontologue non plus. Un certain nombre de cabinets d'avocats d'entreprise et je dois dire que le succès de cette formation nous a à nouveau un peu, nous a ravis et nous a confortés dans l'idée de poursuivre. Voilà, donc ça c'est quelques points qui concernent donc la spécificité de nos écoles. Sachez que notre école, et je suis sûr qu'Emmanuel le dira également, est toujours en mouvement. On est au début de cette aventure, on ne s'arrêtera pas là. Et on est toujours disposé on est toujours à l'écoute de ce qui se fait, on recherche, on est avide d'informations pour pouvoir dispenser la meilleure formation, une formation d'excellence. Alors, à qui dois-je donner la parole? Estelle ou Pépine? Ou Emmanuel? C'est à Estelle. Oui, Estelle. Estelle qui parlera. Voilà, alors, merci. Alors, merci d'être là ce soir. C'est la fête de fin d'année de nos étudiants, en fait, aujourd'hui. Ils terminent leur cours demain, je le disais tout à l'heure. Donc, c'est très sympathique que vous soyez associés à cette fête. La plupart des professeurs viennent aussi pour les voir une dernière fois. Moi, je remplace là ce soir Chris Baker, qui est donc un des avocats fondateurs de cette école et qui est américain. Et qui est donc particulièrement et français aussi, mais qui quand même insuffle un souffle international dans cette école et on le souhaite tous, on souhaite que nos étudiants soient excellents en anglais et à l'aise aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et donc dès l'année prochaine, alors on a commencé cette année, il y a énormément de cours en anglais, des cours aussi bien de droit que d'autres matières, en finance, en marketing, en communication. Et on va multiplier ces cours et nous représenterons l'année prochaine le tiers des enseignements de notre programme, enseigné évidemment par des professeurs de langue maternelle et de formation anglaise et américaine. Et puis, donc, Jean-Philippe vous le disait tout à l'heure, on va ouvrir à partir de janvier un programme entièrement en anglais, sur une période de 6 mois, donc de janvier à juin, et qui permettra donc d'accueillir aussi bien des étudiants titulaires d'un M2, ou d'un diplôme équivalent, mais aussi des étudiants venant d'universités étrangères, désireux donc d'étudier un semestre à Paris. Voilà, ce programme est ouvert bien entendu aux étudiants d'HEAD, mais on les encourage aussi à partir à l'étranger, parce que rien de tel que d'être dans un pays pour apprendre la langue et pour se perfectionner dans la langue. Cette année, sur la vingtaine d'étudiants que nous avions, 3 seulement ont souhaité partir tout de suite en LLM. Les 3 ont obtenu les universités qu'ils souhaitaient avoir, donc c'est une grande victoire pour nous. Une des étudiantes part à Georgetown dès le mois d'août, un autre étudiant part à Fordham, et le 3e part à Shenzhen, comme vous disait Jean-Philippe, donc dans l'université de Pékin, plus exactement STL, la School of Transnational Law, et c'est un des partenariats que nous sommes en train de conclure. Donc nous cherchons évidemment, et nous sommes actifs dans cette direction, à avoir le maximum de partenariats avec des universités étrangères. Voilà, donc l'anglais c'est vraiment un point fondamental pour nous et nous sommes convaincus que cela aidera nos étudiants à devenir des très bons praticiens en droit des affaires. Je laisse la parole, je crois, à Emmanuel, non? D'accord, excusez-nous pour l'ordre, on est un peu dans le désordre là. Juste ajouter que cette expérience internationale sera ouverte à nos étudiants, elle sera également ouverte à des étudiants étrangers. C'est exactement l'idée, c'est effectivement de mêler ces deux populations. On a déjà un certain nombre de partenaires qui ont envie de nous envoyer des étudiants ici. C'est toujours agréable de venir étudier à Paris. Donc, et dans cette école qui est accueillante
Les étudiants étrangers ont du mal à venir dans les universités françaises, souvent justement parce qu'il n'y a pas cette disponibilité de l'administration que nous essayons d'avoir avec nos étudiants. Donc on est on se réjouit beaucoup de pouvoir accueillir très bientôt des étudiants de nos partenaires comme cet étudiant Bruno qui part à Shenzhen l'année prochaine. Je rejoins ce que dit Esther. On co-dirige cette école à deux et on s'occupe toutes les deux de la pédagogie. Il y a plusieurs points relatifs à la pédagogie dont je voulais vous parler ce soir. Comment on rentre dans cette école? Concrètement, comment ça se passe une fois qu'on y est? Et qu'est-ce qui se passe à la sortie? Et tous ces points concernent la pédagogie. La pédagogie de l'HEAD dépasse très largement ce qui se passe dans les cours. On prend un étudiant parce qu'on a choisi de le prendre et on l'amène jusqu'à son insertion professionnelle. Alors comment on rentre à HEAD? On rentre à HEAD après examen d'un dossier, et réussite du concours qui est composé à la fois d'une épreuve écrite en droit et d'un test de niveau en anglais. Et un entretien de motivation achève le processus de sélection. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé très important de s'appuyer à la fois sur les prouesses académiques de nos étudiants, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait à l'université avant d'arriver chez nous, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le relief qu'ils ont, c'est la richesse de leur personnalité et c'est le potentiel de développement qu'ils n'ont absolument pas exploité jusqu'alors. Et donc tout l'intérêt d'HEAD, c'est d'arriver à prendre des étudiants qui sont bons à l'université et de leur apporter quelque chose de différent en les formant peut-être un peu différemment. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'école, on s'attache à en faire de bons juristes. Et l'école est d'abord une école de droit qui est une école d'excellence. Jean-Philippe vous a parlé tout à l'heure de la pluridisciplinarité, elle est absolument fondamentale, mais la marque de fabrique de notre école, c'est que c'est une école de droit. C'est une école de droit d'excellence. Pourquoi? Parce qu'on a choisi les meilleurs pour enseigner à nos étudiants, c'est-à-dire les professeurs agrégés des universités qui ont écrit des manuels, qui sont extrêmement présents en doctrine, qui conseillent les plus grands cabinets, qui conseillent les commissions parlementaires, ils enseignent à nos étudiants. Mais on a choisi un double défi, c'est-à-dire à la fois de les convaincre de l'intérêt d'un programme pédagogique, ce qui n'a pas été forcément très simple au départ, mais ils ont absolument adhéré au programme. Mais le défi supplémentaire, c'est qu'on les associe à des praticiens. Et ils ont tous, alors même qu'ils sont agrégés depuis fort longtemps et qu'ils ont une certaine prestance à l'intérieur de l'université, accepté d'enseigner avec d'autres et donc de mettre en place des cours qu'on appelle à deux voies, c'est-à-dire d'avoir à la fois un professeur et un praticien. Et ça, c'est extrêmement riche pour nos étudiants. L'autre défi pour former des juristes, c'est d'arrêter de les former uniquement par les idées, mais de les former aussi par la pratique concrète des problématiques juridiques. C'est-à-dire que nos étudiants ici travaillent sur des vrais dossiers, sur des vraies affaires. Et la première chose dont ils prennent conscience quand ils travaillent sur ces affaires, c'est que pour les raisonner en droit, on a besoin d'autre chose que du droit. Et donc il nous a paru tout à fait naturel de mettre au cœur du programme pédagogique autre chose que du droit. D'où les matières économiques, qui peuvent être à la fois de la finance, de la compta, de la stratégie, du marketing, etc. Pourquoi? Pour nourrir un raisonnement juridique. Mais fondamentalement, on reste une école de droit. Les savoir-faire sont aussi très importants une fois qu'ils rentrent dans l'école. Ils acceptent effectivement de se former en technique contractuelle, en art oratoire, ils réapprennent l'art d'écrire. Entrez un peu, je vous en prie, soyez la bienvenue. Les savoir-faire sont très importants au sein d'HEAD. Les savoir-faire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va leur apprendre en petits groupes, et non pas à 20 mais à 10 ou à 8, l'art de parler, l'art d'écrire, l'art de convaincre, l'art de négocier. Et ça s'apprend pas en grand groupe, mais en petits groupes. Donc tout notre intérêt, c'est effectivement d'en faire des juristes qui ont une belle étoffe et une capacité de raisonner en droit de manière exceptionnelle, mais en s'appuyant sur une culture de la vie des affaires plus étoffée, plus importante. On a placé aussi au cœur du programme pédagogique, et ils sont conscients en entrant à HEAD, ils acceptent cela en entrant à HEAD, ils ont un engagement associatif, une après-midi par semaine, qui n'est pas là uniquement pour les contraindre à devenir généreux, parce qu'un jeune qui rentre à HEAD l'est, enfin par définition un jeune l'est, mais c'est davantage présent au sein du programme pédagogique pour les ouvrir à une autre vision de la société et surtout à l'intérêt d'un engagement pro bono. Et ce qu'on espère, c'est que ce qu'on insuffle dans l'année à HEAD perdurera pendant le reste de leur vie professionnelle. Alors cet enseignement un peu pluridisciplinaire, encore une fois, juridique d'excellence nourri par d'autres matières, est un enseignement exigeant. Et je crois que
Le bilan de la première promotion, c'est de dire on a travaillé ici, et notre souhait, c'est que les promotions suivantes travaillent autant qu'ils ont travaillé. Donc quand je vous disais que lorsqu'on recrute un étudiant, on recrute un étudiant sur un bon niveau académique et une belle personnalité, je crois que la première des qualités quand on veut rentrer à HEAD, c'est qu'on aime travailler. Et qu'on aime travailler en groupe, qu'on aime travailler et se remettre en cause. Voilà. Ça me paraît très important. Qu'est-ce qu'on fait en sortant de HEAD? On n'a aucune... il n'y a aucune contrainte quand on rentre dans cette école pour devenir, pour devenir avocat par exemple, ou pour se destiner à une profession juridique particulière. Ils rentrent ici d'abord pour se former et pour justement trouver ce qu'ils vont devenir et construire leur propre projet professionnel. Ça veut dire qu'on a placé au cœur d'HEAD un pôle de construction professionnelle qui est animé par une jeune femme qui est avocate à la base et dont certes, mais qui les ouvre aussi à toutes les autres professions. Et ils vont devoir, avec leurs tuteurs, avec l'ensemble des professeurs, avec les praticiens qui passent à l'école, réfléchir à ce qu'ils ont envie d'être. Certains deviendront avocats, d'autres deviendront juristes d'entreprise, d'autres auront une profession plus commerciale. Peu importe. L'essentiel, c'est effectivement qu'ils soient juristes, mais qu'ils découvrent ce pourquoi ils sont faits tout au long de l'année. Donc on ne rentre pas à HEAD pour une profession particulière, on rentre à HEAD pour se former et devenir juriste de manière assez large. Je vous dis ça parce que ce qui est très important, c'est l'insertion professionnelle de nos étudiants. Autrement dit, on n'a pas créé l'école pour créer une école, on a créé une école pour insérer professionnellement nos étudiants. Et c'est pour ça qu'il y a un pôle de construction professionnelle et qu'une personne est là à temps plein dans l'école pour leur trouver des stages et faire en sorte qu'effectivement, ils trouvent un premier travail à la sortie d'HEAD. Le programme pédagogique n'a pas été là parce qu'on trouvait que c'était intéressant de leur faire autre chose que le droit. Il a été là dans le but de les insérer professionnellement. Alors peut-être un petit mot sur la vie de l'école, vraiment. L'école HEAD est un peu comme toutes les écoles. Vous voyez, il y a un bâtiment qui est assez exceptionnel, qui nous permet de profiter des installations comme on en rêverait. C'est très rare pour l'école d'avoir un bâtiment alors qu'elle est aussi jeune, hein. Donc c'est quand même exceptionnel et les étudiants en sont bien conscients. Mais la force d'HEAD, c'est que l'équipe qui dirige cette école, et notamment les fondateurs, portent aussi la conviction que le droit ne s'apprend pas dans une salle de classe, mais bien plutôt dans les lieux qui ont fait la culture juridique française. Et donc, nous sommes très attachés à ce que nos étudiants sortent de l'école. Alors, on a un très bel immeuble, mais en fait, ils sortent assez régulièrement de l'école. Et ils ont eu la chance cette année de visiter la Cour de cassation, le TGI, le tribunal de commerce, l'autorité de la concurrence, le Conseil constitutionnel. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ce qu'ils reçoivent en cours doit être immédiatement mis en pratique. Et à l'occasion de ces visites, ils rencontrent effectivement des professionnels, des hommes et des femmes qui pratiquent le droit et qui sont capables de leur transmettre un peu la passion de leur métier. HEAD est très attaché à transmettre aussi une vision positive de l'ensemble des professions juridiques et judiciaires. Et par conséquent, effectivement, ils se promènent, on les fait visiter, on les emmène. Alors, c'est extrêmement riche et ils en sont d'ailleurs assez reconnaissants. Voilà. Mais une vie d'école, c'est aussi une vie dont tous les jeunes de 20 ans rêvent, avec des défis sportifs. Donc, ils ont participé au raid X Areva avec un certain nombre d'étudiants de Polytechnique. Ils ont aussi participé au semi-marathon de Paris en portant haut le panache d'HEAD. Ils ont HEAD a aussi une voiture dans le 4L Trophy. Enfin, toujours est-il que malgré le programme pédagogique important, et les week-ends, voilà, et des week-ends sportifs aussi, ouais. Qui nous a tous fait souffrir, eux pas du tout, mais nous, l'équipe de direction qui courait, qui faisait du vélo avec eux, on a un peu plus souffert qu'eux. Donc une vie d'école, comme elle se présente dans une autre école, avec une spécificité, c'est que, voilà, alors même qu'on a un immeuble magnifique, on les fait sortir de l'immeuble, et ça nous paraît très important. L'école actuellement, en termes de statut, a le statut d'un enseignement libre, c'est un établissement libre d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous créez une école actuellement à Paris, d'abord vous avez tout à fait le droit de le faire, et qu'ensuite il y a un certain nombre d'étapes importantes que vous devez franchir avant ce qu'on appelle la reconnaissance des diplômes. Donc nous avons, parce que nous n'avons qu'un an d'âge,
acquis avec beaucoup de facilité, et avec, je peux vous dire, les félicitations du rectorat, le statut d'établissement libre d'enseignement supérieur. Autrement dit, on ne peut pas aller plus vite que la musique, et on se doit d'être patient et d'insérer professionnellement nos étudiants avant de pouvoir prétendre à une reconnaissance officielle des diplômes. Jusqu'à présent, on entretient des relations extrêmement courtoises et professionnelles, à la fois avec le rectorat de Paris, rue des Écoles, à la fois avec la préfecture, à la fois avec le parquet, avec lesquels on est en lien par la force des choses lorsque nous créons une école, à la fois avec la mairie du 10e arrondissement. Donc les choses suivent leur cours et on est extrêmement confiant sur l'avenir. Et avec le milieu universitaire également d'ailleurs. Mais c'est à moi de parler. Voilà. C'est à Emmanuel de prouver qu'on n'a pas que du droit. Non, mais je savais qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour m'empêcher de parler. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, puisque nous sommes le dernier jour de cette première année, c'est que ce qui me marque le plus, et je pense que Jean-Philippe le partage, puisque nous, au contraire d'Aubépine et d'Estelle, on n'est pas dans le quotidien de l'école, donc on a un regard qui est un peu plus distancié. Ce qui nous marque beaucoup et ce qui nous remplit de joie, pour dire les choses, c'est qu'il y a un vrai enthousiasme de la part des étudiants qui s'est construit en quelques mois et qui est un encouragement extraordinaire pour toute l'équipe, qui partage cet enthousiasme. Et ça a vraiment, il s'est passé quelque chose. Évidemment, le petit nombre facilite la proximité, le dialogue avec les étudiants, et il s'est vraiment passé quelque chose de positif, et on va veiller à garder cet enthousiasme et cette proximité. Alors au-delà, moi je dois vous parler des conférences. Alors pourquoi vous parler des conférences? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'au fond, je parle des conférences qu'on a fait cette année. Au fond, quand on fait le catalogue de ce qu'on a fait, et on l'a fait en marchant au fur et à mesure des semaines qui passaient, on se rend compte que les différents thèmes des conférences et l'organisation des conférences ressemblent à ce que nous voulons être. Et puis la deuxième raison qui est moins disciple, mais que je veux dire quand même, c'est qu'au fond on en est assez fiers d'avoir réussi à faire tout ça dans un laps de temps qui n'était pas tout à fait. Alors la première série de conférences, il n'y a pas d'hierarchie, mais la première série, on l'appelle les premiers pas d'un jeune avocat. Ça, c'est l'aspect pratique. Il n'y a pas du tout de vocation académique, etc. La première conférence, par exemple, c'était les premiers pas d'un jeune avocat au pénal. Donc on leur apprend comment on fait pour avoir un permis de visite. Est-ce qu'il faut aller en prison? Combien de fois il faut aller en prison? Quelle relation on doit avoir avec un juge d'instruction? Quelle relation on doit avoir avec un client en matière pénale? Et je peux vous dire qu'il y a un très très grand intérêt et un grand appétit de découvrir ces choses de la vie professionnelle et de les familiariser avec ça. Manifestement, ça les intéressait beaucoup. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième catégorie de conférences, là on en a fait 5 de cette première série. La deuxième série, on l'a appelée les cafés du droit, qui était d'ailleurs historiquement la première. Les cafés du droit, c'est un autre aspect, c'est l'aspect débat, liberté d'opinion, débat. Il y a deux personnes qui viennent discuter d'un sujet juridique qui prête à discussion, et cette discussion a lieu devant les étudiants qui interviennent à la fin. Pour vous donner, là encore, je crois qu'on en a fait 5, et la dernière, elle s'appelait « La garde à vue est-elle toujours abusive ?» Le titre était un peu provocant, je ne sais pas qui a osé penser à ce titre, mais on avait comme interlocuteur Madame Nathalie Bécache, qui est le procureur de la République du tribunal de Créteil. C'est quelqu'un qui dirige tout le parquet de Créteil, c'est un parquet très important, c'est un haut magistrat, et elle s'est prêtée à l'exercice avec beaucoup j'allais dire de plaisir, mais je crois qu'elle était heureuse de parler aux étudiants du métier de procureur que manifestement elle exerce avec passion. Et c'était vraiment intéressant d'entendre la conviction de cette femme de grande qualité. Et il y avait pour débattre avec elle Christophe Ingrin, qui est un ancien juge d'instruction et qui est maintenant avocat
qui fait du pénal et beaucoup de contentieux. Ça, c'est la deuxième série de conférences. La troisième série de conférences s'appelle « Il n'y a pas que le droit dans la vie ». Je ne suis pas sûr que la formule soit vraie, peut-être qu'il n'y a que le droit dans la vie, mais justement, ça, c'est l'aspect ouverture. Donc, il s'agit de... bien entendu, on est là pour leur apprendre le droit et leur apprendre les métiers du droit, mais si on peut aussi, et en tout cas on le veut fermement, contribuer à leur ouvrir l'esprit sur des connaissances et sur des mondes nouveaux, eh bien, on sera très heureux de le faire. La première, il n'y en a eu qu'une pour l'instant, la première de ces conférences a été faite par Jean-Louis Etienne, qui est ce médecin explorateur absolument incroyable, qui vous raconte comment il s'endort à moins 50 degrés autour d'ours dans le cercle polaire. C'était absolument fascinant. Je crois qu'ils étaient assez séduits, les étudiants, par ce personnage qui raconte à la fois des trucs absolument invraisemblables, hors du commun, avec une modestie qui est extraordinaire. Ouais. Voilà. Et là, il a un très grand projet de faire dériver une espèce de... Alors, ça s'appelle le PolarPod, son grand projet. Donc, il s'agit de faire une espèce de tour Eiffel qui fait 80 mètres de haut, qui plongera dans l'océan Arctique et qui dérivera tout autour de l'océan, je ne sais pas quoi, pendant 1 an. Et ça sera le premier, paraît-il, instrument d'analyse permanent du fond des océans. Donc, vous voyez, c'est complètement... c'est assez éloigné du droit, mais c'était très intéressant qu'il nous décrive son projet avec tant de passion. Et pour l'an prochain, j'ai déjà des contacts avec... il y a un metteur en scène, réalisateur de films, qui vient, j'étais dans le taxi, qui vient d'accepter, un physicien, un théologien et un écrivain. Donc, ça, c'est l'ouverture. Autre série de conférences, ça s'appelle les grands professionnels. Là, c'est le côté excellence. Il s'agit de faire venir ici des grands professionnels du droit et des métiers qui croisent le droit, qui viennent livrer leur expérience. Alors, les métiers qui croisent le droit, c'est les banquiers d'affaires, les commissaires aux comptes, les experts. Et le premier des intervenants dans cette série, ce fut Jean-Pierre Frick, qui a été pendant 20 ans, si ma mémoire est exact, le directeur juridique du groupe Nestlé. Donc le patron des 350 juristes du groupe Nestlé. Donc que fait un homme qui a cette fonction extrêmement importante? Il nous a raconté, évidemment, lui, son job, c'est pas de rechercher les décisions dans les bulletins de la Cour de cassation, mais c'est d'être à la fois un ambassadeur à l'égard des avocats extérieurs, un lien à l'égard des avocats extérieurs, pour les guider, pour leur dire voilà ce dont le groupe a besoin, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, et en même temps un interprète vis-à-vis de la direction générale pour dire bon, dans ce projet, le projet auquel vous êtes en train de réfléchir, il y a une problématique particulière de concurrence, par exemple pour Nestlé, ça doit pouvoir se présenter assez souvent. Et puis il y a également un autre aspect qui est celui de simplement de diriger les 350 juristes. Donc voilà, il est venu nous raconter son expérience et ça je crois aussi que ça leur a bien plu. Et puis enfin la dernière série de conférences qui s'appelle bêtement colloques et conférences juridiques. Sans doute que le rédacteur était fatigué, il ne pouvait pas trouver de nouvelles plus originales. Là, c'est quelque chose de plus académique, de plus classique. Il s'agit de faire venir des avocats, des profs, des juristes qui parlent de leur spécialité. Et la première de ces conférences a été faite récemment par un de mes associés qui s'appelle Pierre Dupré, qui a parlé, qui fait que de l'arbitrage, et qui a parlé de l'arbitrage. Voilà, vous voyez, l'académie, l'excellence, l'ouverture, le débat, la liberté d'opinion, l'aspect pragmatique, voilà, au fond, c'est aussi une autre manière de définir HEAD.
Alors je termine en disant que pour l'an prochain, nous essaierons de faire mieux et que moi j'aimerais beaucoup arriver à, et je vais y arriver, voilà, il faut se fixer des objectifs, à monter une série de conférences qui soient vraiment centrées autour du dialogue avocat-magistrat, qui est un dialogue qui n'est pas toujours très facile, voilà, et qui s'est ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, un peu dégradé. Moi, je pense que ce dialogue est nécessaire. Ça pose beaucoup de questions, hein, le dialogue avocat-magistrat. Ça pose aussi d'ailleurs la question de la formation, dont j'aimerais bien en parler avec eux aussi. Donc voilà, ça c'est une 6e série de conférences que on finira par faire que des conférences. Mais ça, moi j'y tiens beaucoup parce que je pense que ce serait vraiment une ouverture pour nos étudiants et peut-être pour les étudiants magistrats. Puis un jour, c'est nos propres étudiants qui feront les conférences. Voilà. Et beaucoup de ces conférences sont ouvertes aux étudiants de l'extérieur. Ça, c'est très important. Parce que HEAD, effectivement, réserve ce cours à ses propres étudiants. Mais c'est important de dire qu'on est aussi ouvert sur, effectivement, les étudiants qui ne sont pas dans l'école, qui ne rentreront peut-être jamais dans l'école, ou peut-être qu'ils y rentreront. Et en tout cas, de permettre à d'autres étudiants juristes de profiter d'une petite part de ce dont nos étudiants profitent. Parce que, excusez-moi, ces conférences, en fait, les personnes se déplacent actuellement pour les vins et la... Oui, Voilà, comme il y a un peu de publicité dessus, et finalement, on essaie de faire un peu de publicité autour de ces conférences. Ah, donc c'est voilà, les premiers pas des avocats, on a rempli l'enfant, par exemple. Ça a intéressé beaucoup d'étudiants inscrits à l'école. Mais parfois, il y a eu 20 et... Il y a eu juste les vins. Ouais, il est juste. Ouais. C'était pas un... C'était pas un problème. C'était Au pas un... contraire, la rencontre était plus qualitative. Je crois qu'on va passer à des questions. S'il y a des questions que vous souhaitez poser à nos intervenants ou à Bertrand Rochier, président de l'école. Oui, moi je voulais savoir si vous saviez ce que veulent faire les étudiants en sortant de l'école, s'il y en a beaucoup qui comptent passer le barreau tout de suite après. C'est une très bonne question. Oui, il y en a peut-être la moitié, ça va. Majorité. Ouais, Majorité. Oui, une bonne majorité. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que le domaine dans lequel ils veulent travailler a beaucoup évolué au cours de l'année. On leur demande quand ils rentrent à HED s'ils ont un projet professionnel, ce n'est pas du tout obligatoire, certains en ont, d'autres en ont pas. Mais il n'est pas rare que les étudiants disent oui, je souhaite devenir avocat dans tel domaine d'activité. Et parce que l'enseignement est pluridisciplinaire et qu'on les nourrit d'autre chose que de matière académique, très souvent ils changent un peu de secteur d'activité, ils veulent travailler au départ dans un grand cabinet, ils se rendent compte que finalement ils sont plus à l'aise dans un petit cabinet, etc. Donc ils évoluent quand même s'ils persistent dans l'idée de devenir avocat, ils évoluent énormément dans la structure qui est susceptible de les accueillir. Et nous, on attache beaucoup d'importance à leur décrire aussi la réalité d'un grand cabinet, la réalité d'un petit cabinet, la réalité d'un cabinet de taille moyenne, de façon à ce qu'ils ne soient pas étonnés lors des premiers stages et qu'ils puissent s'insérer avec plus de facilité. Une des conférences organisées par Emmanuel, notamment le premier appel d'avocat, portait sur le fait de savoir si on doit choisir le contentieux ou le conseil. Comment se connaître? Est-ce qu'il y a plutôt contentieux ou conseil? Très intéressé, bien entendu. Beaucoup de questions. C'est terminé à 22 h. Parce que c'est effectivement une question qu'on se pose quand on est jeune avocat. Et donc, vers quel type de cabinet s'orienter? Une question, je voulais savoir combien vous avez reçu de dossiers l'année dernière et cette année. Alors, l'année dernière, je ne peux plus vous dire. Cette année, en fait, on est... milliers, je crois, non? Des milliers. Non, mais l'école commence à être effectivement connue cette année. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, sur tous les dossiers qui ont été déposés, on en retiendrait une trentaine pour l'instant. Il faut savoir qu'à la même époque l'année dernière, on n'avait pas beaucoup, vous voyez. Donc voilà, et on sait que la plupart des dossiers sont déposés au cours du mois de juin, fin juin, juillet beaucoup, et pour certains en septembre. Donc il a fallu s'adapter finalement au rythme des étudiants, qui généralement remplissent leur dossier au dernier moment. Et donc si on avait dit, l'année dernière on s'était dit voilà, on clôt
les examens en mai, je crois, c'est ça. On a un peu évolué. Donc voilà, on a, comme disait parfaitement Emmanuel, on a avancé en marchant. Pour l'instant, vous en avez combien On en retiendrait une trentaine pour l'instant. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et on espère bien en avoir plus. Combien vous en avez reçu? Ah, écoutez, je pense qu'on a dû recevoir une soixantaine, et l'idée c'est qu'il y en a une trentaine qu'on retiendrait. Maintenant, si vous voulez, voilà, ce qu'on espère, c'est d'en recevoir beaucoup plus d'ici septembre. Vous espérez C'est très dur, vous savez, en fait, on a énormément évolué. Initialement, c'est assez amusant parce que on pensait faire des promotions de 200 étudiants. On s'est rendu compte que c'était heureusement qu'il y ait une petite progression parce que 200 étudiants d'un seul coup, je crois que ça aurait été assez difficile. Bon. Et finalement, cette proximité avec les étudiants, elle est liée notamment au fait qu'on a eu une vingtaine d'étudiants. Et c'était merveilleux d'avoir une vingtaine d'étudiants. Maintenant, bon, est-ce que l'année prochaine on aura 40, 50, 60, 30, je ne sais pas encore. On est sûr qu'on en aura beaucoup plus, mais combien, on ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas. D'accord, mais vous restez à minimum de 20, enfin c'est 20 étudiants? Ah oui. D'accord. Oui, non, c'est ce qu'on espère, c'est également qu'il y ait un grand nombre d'étudiants de province également qui font l'école. Et surtout des étudiants étrangers à partir de janvier. Alors ça ne tient pas compte des étudiants, on n'a pas encore ouvert les examens ni autres pour le programme spécifique. Mais donc on verra effectivement, ça bien entendu on viendra informer du nombre d'étudiants. Comme vous disiez au début, il y a une sélection assez rigoureuse pour entrer dans notre école et on y tient puisqu'on veut que les jeunes qui viennent ici aient une grande capacité de travail, ça a été dit, ils vous le confirmeront, vous allez pouvoir discuter avec eux, ils ont des longues journées, donc il faut qu'ils aient cette capacité de travail et cette envie de s'ouvrir sur beaucoup de choses. Donc voilà, on passe du temps à les sélectionner, ils ont une épreuve écrite de droit, une épreuve d'anglais, puisque c'est fondamental pour nous, et après un oral. Voilà, on essaye de cerner leur personnalité et de voir s'ils ont envie de passer du temps. Certains nous disent, mais finalement c'est terrible quand on vient chez vous, il faut être là tous les jours. Oui, il faut être là tous les jours, mais c'est pas comme à la fac où on va en cours et puis on repart et c'est fini. Donc cette mentalité, cette ambiance d'école, on n'a pas l'habitude de l'avoir en droit. Et donc voilà, c'est très important que nos étudiants y adhèrent. Il y a une vraie cohésion entre les étudiants. Mais ça, c'est vraiment de créer cette culture d'école, c'est très fort chez eux d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont à l'initiative de la création d'une association d'anciens, un certain nombre de réunions. Voilà. Enfin, on discute beaucoup avec eux, bien entendu, on les écoute. Et c'est pour ça qu'on est en constante évolution. On a bien entendu ajusté au cours d'année. Est-ce qu'on a ajusté le programme? Peut-être pas. Mais en permanence, on a ajusté le programme. Oui. Quand les étudiants nous disent qu'il n'y a pas assez de compta, on veut faire plus de compta, on leur ajoute des heures de comptabilité. C'est tout l'intérêt de cette école, c'est de pouvoir être flexible. C'est ce que je leur dis toujours. Aller à la fac et avoir le programme qu'on a qui est le même depuis 10 ans, c'est bien parce que les professeurs sont excellents. Mais tout l'intérêt de venir ici, c'est de pouvoir justement dire je veux un peu plus d'anglais, un peu plus de compta, un peu moins de droit. Donc alors c'est pas non plus, voilà, on va pas tout leur offrir, hein, ils ont plein d'idées, donc mais dans la limite du raisonnable, si on peut s'adapter à leur niveau et à leurs souhaits professionnels pour l'année suivante, à leurs besoins, on le fait. Mais la sélection se fait aussi sur la personnalité, je crois, et le projet de chacun de ces étudiants. Je crois qu'on ne regarde pas que les notes des 3 ou 4 dernières années. Si on s'arrêtait à ça, je crois qu'on dirait, à mon avis, faire des stages, faire de la réalisation. Quelles sont les choses que vous devez absolument rectifier pour l'année suivante? Là où vous êtes vraiment planté, vous n'avez pas prévu, parce que c'est une première année, donc il doit y avoir des je pense qu'on a toutes les idées très précises. J'ai une idée très précise, on n'a pas revu le cours d'informatique obligatoire. Cette année, c'était une erreur. Par exemple, le cours d'informatique n'était pas obligatoire et voilà, il faut que ça change. Alors, on a effectivement quelques idées avec Estelle de modification. On a voulu, avant de les concrétiser, poser la question à la classe. Donc, ils viennent de rendre un questionnaire extrêmement constructif sur l'impression
que l'école leur a laissé, en plus du questionnaire qu'ils doivent remplir sur chaque professeur à la suite du cours. Hein, mais c'est un questionnaire global sur l'école. Et en fait, on a été très étonnés de constater que de leur part ne vient aucun projet d'amélioration. Ce qui est quand même assez exceptionnel après une école qui n'a qu'un an. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve nous-mêmes, Estelle et moi, les projets d'amélioration. Et ils ont quand même dit qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'heures de cours. Oui, j'y pensais. Donc voilà. un petit peu trop d'heures de cours, et pas assez de finance. Et plus de cours de finance. Et plus de cours de finance. Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient, même en étant juriste, être bons dans ces matières-là. Et donc on a volontairement commencé calmement ces cours-là. Et on a pris conscience tout au long de l'année qu'en fait ils étaient extrêmement aptes à comprendre et volontaires pour avoir des cours de... On a tenu parole sur tout ce qu'on avait dit. Alors, il y a aussi quelque chose, à un moment donné, je pense qu'on commence à peut-être pas l'expérience. On avait dit, voilà, vous ferez des stages en milieu d'année en entreprise. C'est des stages de mois. De moins de 10 semaines. Un enfer. Ah oui. Un enfer parce que les entreprises nous disent, bon, écoutez, on vous adore, mais 10 semaines, c'est pas assez. Il faudrait que ce soit 3 mois, 4 mois, 6 mois. Là, c'était pas possible. Donc, si, ils ont tous eu un stage, notamment dans des entreprises extraordinaires. mais si vous voulez, on se dit, c'est peut-être pas bon de le faire en cours d'année. On va peut-être mieux le faire en fin d'année. Donc, on va s'ajuster. C'est pas une bonne durée. C'était pas une bonne durée. Parce que pour rentrer à l'intérieur d'un service juridique, il faut du temps pour qu'on commence à vous donner du travail et après que vous progressiez dans la confiance des interlocuteurs, etc. Effectivement, on s'est rendu compte que 10 semaines, c'était pas une bonne durée. Voilà, donc ça, on va rectifier, bien entendu. Ils n'ont pas encore fait leur stage au sein de cabinet d'avocats, ça viendra prochainement, ou d'études de mandataires judiciaires, ou encore d'entreprises. Certains souhaitent plutôt être juriste d'entreprise. On n'est pas déçus, hein, mais... Mais ils sont arrivés en voulant être avocats? Parce que là, ce serait embêtant. Non, ils sont arrivés, je crois qu'ils sont arrivés pour beaucoup sans vraiment savoir. En tout cas, on les a vraiment soutenus, on les a orientés, on les a peut-être beaucoup chouchoutés, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je pense que pour beaucoup, ils savent. On leur donne le moyen de choisir, parce qu'on voit bien, même les souvenirs des temps anciens, permettent de penser que parfois on retient une idée comme ça, je veux être avocat ou je sais pas quoi, de manière un peu lointaine, sans avoir une connaissance de la réalité de l'activité. Donc c'était intéressant de les guider, notamment par la première série de conférences dont je vous ai parlé, pour rencontrer par exemple des choses comme les horaires. Ils n'ont pas vraiment conscience des horaires des jeunes avocats de MNE, qui sont des horaires très flexibles, très contraignants. Bon, c'est des choses, pas claquer sur toi, mais voilà, moi ça, ils ont vu devant eux des gens qui leur disent voilà, moi je travaille X heures par jour, etc. Tout ça, c'est des éléments qui guident leur choix. Mais à l'inverse, pendant leur stage en entreprise, ils ont été étonnés par les horaires en entreprise. Ben oui, mais ça, c'est... Donc, oui. Ça serait dommage de choisir à cause des horaires. Qui était assez faible par rapport aux horaires de cours ici. Donc ils nous disaient, c'est vraiment, on a l'impression d'être en vacances pendant un stage. Donc c'est assez drôle. Mais ça a été une vraie coupure au fond. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on ne reprendra pas l'année prochaine. Et on a eu des très bons retours des entreprises. Parce on a la fierté de vous dire ça. Ils sont allés chez Orange, ils sont allés chez Areva, ils sont allés chez Veolia. Et on a fait des réunions avec tous les maîtres de stage à la suite pour voir comment c'était passé, pour essayer des choses améliorées dans leur formation. Et en fait, on voit qu'il y avait un très bon retour. Un des retours principaux était il manque maniement des outils informatiques. Donc ça a été constaté pendant tous les stages. Et eux les étudiants étaient ravis et les maîtres de stage étaient ravis également. Alors voilà, ils n'étaient pas très nombreux non plus. C'est vrai qu'on les a chouchoutés quand même. On leur a fait des challenges, c'est-à-dire qu'on veut absolument qu'ils soient bons en anglais, ils ont des cours de TOEFL, et donc s'ils dépassent un certain score au TOEFL, on rembourse leur inscription du TOEFL, qui est quand même assez onéreux. Et donc là, il y a un véritable challenge pour les étudiants pour avoir des très bonnes notes au TOEFL. Ouais, je ne sais pas si c'est la meilleure chose qu'on fasse, mais bon. Je crois qu'on va passer la barre un peu plus haute l'année prochaine. On a passé la barre pour qu'il y ait le niveau minimum des universités américaines pour prendre des étudiants. Et combien
Et pour l'instant, ils n'ont pas tous passé encore, mais ceux qui l'ont passé, il a tête. Voilà. Pour la plupart, ils veulent partir dans un an en fait. Donc ils vont passer le TOEFL soit là, en juin, soit en septembre, pour qu'ils soient prêts à la rentrée. Ah oui, autre chose, c'est pas qu'on s'est planté par rapport à ce qui était envisagé, mais on fait vraiment du sur-mesure. Ce qui n'était pas le but initialement. C'était, voilà, après cette année, cette deuxième année, la troisième année, c'est l'année internationale, et puis ensuite on part faire son, comment dire, voilà, on fait le LV, bon. En fait, à chaque étudiant, il y a une histoire différente. Donc il faut résoudre la quadrature du cercle, donc c'est là que ces dames sont là, donc c'est un casse-tête permanent. Et puis comme ils savent qu'on va les aider, donc ils s'en remettent beaucoup à nous, donc grosse pression. Pourquoi ils n'ont pas le profil que vous imaginez? Enfin, donnez-moi un cas. C'est pas une question de profil. Non, le parcours, pardon. Un cas type Ben, en fait, c'est surtout lié aux contraintes de l'EFB. L'EFB, c'est très compliqué. On ne sait pas comment s'y prendre. De toute façon, il faut passer par les 18 mois, mais dans quel ordre, c'est pas évident. D'ailleurs, il y a une grande liberté, ça va peut-être évoluer. C'est vrai que. Ils vont à la fois à suivre les contraintes de l'EFB et ils veulent partir en LLM. Alors, pour partir en LLM, certaines universités. Après la deuxième année ici. Pour partir en LLM, certaines universités disent que c'est mieux si vous avez déjà le LB, si vous avez déjà fait beaucoup de stages, parce que votre dossier a plus de chances d'être retenu. Donc, certains prennent le risque de partir tout de suite après l'école, ils sont jeunes, ils ont un bon score au TOEFL, ils ont fait déjà des stages l'été, et d'autres se disent peut-être que ce serait bien que j'ai fait quelques stages de longue durée avant ici, et puis ça dépend aussi du LLM, donc on s'adapte au parcours de l'étudiant au souhait, voilà, et on accepte que le stage soit placé au tout début ou à la fin. Alors résultat, on ne sait pas du tout quand nos étudiants ont tous fait leur stage et quand est-ce qu'on pourra les diplômer. Et on dit, mais alors quand est-ce qu'il y aura la remise des diplômes? C'est une question un peu compliquée. C'est vrai, c'est effectivement. En décembre 2015. Ils seront diplômés que quand ils auront validé 6 mois d'expérience professionnelle après leur année ici. Voilà. Donc que ce soit un début de job, un CDD. On veut les insérer professionnellement. On veut montrer qu'ils aient eu cette expérience et là on pourra leur délivrer. Donc ça va s'étaler un petit peu dans le temps. Et le but c'est qu'ils trouvent tous un épanouissement, une passion. Emmanuel vous parlait tout à l'heure de cette conférence fabuleuse qu'on a eue en Louisiane qui s'intitulait « Mener sa vie comme une aventure ». Mais il y a un vrai lien avec ce que font nos étudiants ici. On a envie qu'ils mènent leur vie de juriste comme une aventure. Donc voilà, c'est un peu l'aventure pour nous de... On fait venir donc, des universités étrangères qui viennent se présenter. Et on a eu très récemment le représentant de l'université australienne qui est venu faire une présentation. Et un de nos étudiants qui avait pas mal de soucis en anglais au début d'année, à qui on a beaucoup aidé. Il a eu une révélation en voyant cette présentation et il s'est mis à travailler son anglais comme un fou et il a réussi à acquérir un bon niveau d'anglais et il va réussir à partir en Australie dans un LLM, probablement pas cette année mais l'année suivante. C'est vraiment, ça a été un déclencheur suite à une... Oui, bon, on ne pouvait pas faire une sélection sur l'anglais. Je pense que ça aurait été un élément un peu discriminant, notamment socialement. Donc, nos étudiants rentrent ici, ils n'ont pas tous un niveau d'anglais au courant. C'était pas mon cas, je peux le dire en tout cas. J'étais étudiant. Et donc, on leur donne un bon niveau, je pense. À la sortie, c'est mieux que l'heure de cours toutes les 2 semaines en fac. Ils ont des cours d'anglais toutes les semaines. Et puis des cours aussi de droit et d'autres matières en anglais. Donc ils progressent énormément. Ils sont motivés. Ils vous en parlent. D'autres questions? Et financièrement, la part entre les sponsors et les frais d'inscription, comment est-ce que vous allez sortir cette première année? Alors les sponsors déjà, ils ne financent pas l'école, en fait ils financent les étudiants. Donc c'est-à-dire qu'on fait vraiment une vraie distinction. Donc l'école elle vit par ses propres moyens, avec ses fonds propres. Ça repose sur, bien entendu, les droits d'inscription des étudiants, qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont
totalement sous-évalué par beaucoup d'écoles, mais c'est ainsi en tout cas. Et la formation continue, qui est un relais excellent, permet effectivement à l'école de vivre financièrement. Les sponsors, eux, ils nous fournissent des stages, des tuteurs, c'est ce qu'on veut. On veut des stages surtout. À l'extérieur, on ne veut pas qu'ils nous donnent de l'argent, surtout pas. Enfin, voilà, c'est bien qu'ils financent. Non, mais c'est ce qu'on leur dit tout le temps. Alors, écoutez, voilà. S'il vous plaît. Voilà. En même temps, voilà, on fait cette association qui est destinée, qu'on a créée, et qu'on a réfléchi avec un certain nombre de banques. Vous savez, une banque ne peut pas prêter à un étudiant qui est sans ressources, ou une personne qui est sans ressources, c'est pas possible. Il faut que cette personne puisse avoir un profil qui permet qu'on lui prête de l'argent. Donc dans ce cas-là, on demande la caution de papa et maman. Dans 50% des cas, ce n'est pas possible. 50%, hein, on a effectivement des étudiants, certains n'ont pas de famille, d'autres ont des familles qui ne peuvent absolument pas subvenir comment dire, à ce type de dépenses. Bon, ben voilà. Et donc on est allé voir le banquier. Il se trouve que Bertrand est un ancien banquier, donc c'était encore plus facile pour lui. D'aller voir les banques, et puis bah, voilà, on a obtenu leur prêt. Alors on n'obtenait pas uniquement pour être en instruction. Pour certains, c'est maintenant pour leur programme de l'LM. Alors nous, si vous voulez, deuxième année, c'est 12 000 €. Le programme de l'LM, dans certaines facs, c'est 60 000 $. Donc on les aide. Voilà, on les aide. Ce qu'on veut, c'est que nos sponsors ne fassent que financer l'association pour que l'association puisse se porter caution. Schéma qu'on a établi, notamment avec la BNP, qui est très très active. Les Natexis ne sont pas très contents quand on dit ça parce qu'ils ont financé justement cet immeuble aussi, donc Natexis nous aide aussi beaucoup. Mais là aussi c'est quelque chose qu'on fera au fur et à mesure, on aura des partenariats encore plus clairs avec d'autres banques. Mais là, ils ont des taux excellents. Ils sont très contents. Vous avez d'autres questions? Une question sur votre partenariat qui a échoué l'année dernière avec l'école de droit de la Sorbonne. J'aimerais savoir s'il y a un partenariat qui est prévu, prochainement avec une autre structure, si vous y pensez. Moi, je ne dirais pas que le partenariat a échoué. L'historique était un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on était effectivement engagé dans des discussions avec Paris 1. Et le conseil d'administration a d'ailleurs approuvé une lettre d'intention. C'est un contrat préparatoire à un contrat définitif. Et puis, il est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu des petites agitations contre HEAD, et on n'a pas voulu rentrer dans une logique de confrontation avec ceux qui n'aimaient pas HEAD, et on a pensé qu'on pouvait faire sans avoir une collaboration institutionnelle avec Paris 1, dès lors qu'on avait le soutien de professeurs qui viennent pour la plupart de Paris 1 et qui se sont engagés à nos côtés, je dirais de manière tout à fait informelle. On vous a donné le nom de Laurent Hennes, qui est un des plus grands civilistes, le plus grand civiliste actuel, mais il y a d'autres professeurs de Paris 1 qui sont... On a vraiment, ça c'est un privilège aussi pour les étudiants, on a des professeurs de très grande qualité qui soutiennent notre projet, qui viennent volontiers enseigner à HEAD et qui viennent volontiers aussi rentrer dans cet exercice qui est un peu particulier, que vous ne trouverez pas ailleurs, qui est le cours à devoir, où s'institue non seulement la parole du professeur, mais aussi la réplique du praticien qui dit « oui, mais sur cet arrêt, la difficulté qu'on rencontre, c'est ceci, etc. » Ce qui fait que tout de suite, l'enseignement prend une dimension pratique et non purement académique. Et donc c'est ça qui caractérise la situation actuelle. On n'a pas de collaboration institutionnelle avec l'université, mais au fond, ça ne nous gêne pas trop. Voilà. Même pas du tout, je pense. C'est pas prévu. Non. On n'a pas prévu de... Non, voilà. Finalement, vous savez, on a un peu avancé auprès du vent. Le projet a beaucoup évolué depuis sa fondation dans nos cerveaux il y a 2 ans environ. Donc finalement, on a trouvé. Cette collaboration, elle était certainement nécessaire pour concevoir le projet.
parce qu'il fallait un point d'appui. Et puis en fait, ce point d'appui, on l'a trouvé par le soutien, ou dans le soutien de l'équipe de profs qui enseignent. Et là, je parle des agrégés, je ne parle pas des praticiens, qui sont pour la plupart des profs de Paris 1. Donc aujourd'hui, on regarde ça avec beaucoup de sérénité. Et qui sont ravis d'enseigner en binôme. Ils n'étaient pas tous au départ, je crois, donc je leur ai un peu tendu le bras. Non, ça s'est bien passé. Mais il faut, voilà, ils sont prêts à innover avec nous. D'ailleurs, le conseil pédagogique de l'HEAD qui nous aide à bâtir les programmes et à enrichir les programmes existants est composé aussi de professeurs agrégés et de praticiens. Donc, au sein même de la petite équipe qui réfléchit à la pédagogie au sein de l'HEAD sont représentés les professeurs agrégés. Donc, c'est pas institutionnel, mais ils sont bien présents.